J'ai un problème d'antenne. Et en plus, je suis flou. Mais c'est parce que j'ai reçu la deuxième dose et je ne capte toujours rien. Je ne sais pas pourquoi. Épisode 307, c'est un épisode franco-suisse qu'on vous invite à écouter cette semaine. On retrouve en Gironde, Picaboo et dans le canton du Vaud, Thierry. Je me suis pas trompé, hein. J'ai bien localisé. Moi, en géographie, je suis un peu limite. Ils nous ont compilé une revue de presse technologique personnalisée au sommaire de laquelle on trouve une voiture en kit, les difficultés d'une plateforme vidéo, la CNIL qui fait les gros yeux, le sourire d'un gros lion et un accessoire pour Kenny Day. Et pas que d'ailleurs, il y a aussi d'autres informations. Et s'il y en a encore trop, il y aura un bonus derrière qui sera rajouté à cet épisode 307. Comment allez-vous les garçons ? Mais super bien, en direct du canton de Vaud. Oui, c'est pourquoi j'ai dit... Non, je faisais le gag pour dire... Super bien, on dirait des champs de raisin. Des champs de raisin, effectivement, pas loin de Bordeaux. Intéressant. Oui, il est bien localisé aussi. Hein. Ouais, nous on a tout, on a le plateau de fromage, on a le chocolat, on a le vin. On va pouvoir faire des. Quand tout ça va se calmer, on va se retrouver physiquement, on va dire, en présentiel et complètement bourré. Mais on mangera des bonnes choses. Mais on mangera des bonnes choses. En attendant, effectivement, il faut se choper la seconde dose de vaccin. Et faut le dire comme c'est un peu lourd à supporter. Parce que comment tu l'as ressenti toi, Picaboo ? Moi, je me le prends un peu dans les gencives là. Je suis un peu mou, enfin un peu fade quoi. La première dose, j'ai plané pendant le premier après-midi et le lendemain j'étais un peu patraque et j'ai pris un truc et c'est passé. Et la deuxième dose, je l'ai pas senti passer du tout. Voilà. J'ai pris un truc. Voilà. Ça allait beaucoup mieux. Je planais tout autant, mais c'était beaucoup plus agréable. T'en veux, oui, c'est ça. Ça rappelle des souvenirs. Bon, on espère que vous, de votre côté, vous allez bien aussi, évidemment. Hein, c'est le but. On salue ceux qui nous ont laissé les commentaires la semaine dernière. Pas tous, évidemment, vous le savez, on en a sélectionné 5. On a tiré au hasard. Il s'agit de Nicolas Duclos, Luc Amour, Cubignol, François Duveillet, ainsi que Alimoun. Merci à vous de laisser des commentaires. Merci à vous de mettre des pouces aussi sur YouTube, par exemple, ou des étoiles sur vos applications de podcast favorites, de laisser des commentaires. Tout ça, ça titille les algorithmes et ça, c'est bon pour nous. On le fait pas pour les plateformes, on le fait pour nous, pour être un peu plus vu, un peu plus reconnu, machin, etc. J'ai toujours l'impression d'être un peu flou. On va essayer de régler ça en cours de route. C'est très particulier. Ou alors c'est mes yeux déjà. Hein. Je suis en train de perdre l'image aussi. Oui, voilà. Je pense que c'est en train de... La réception, c'est pas top, mais par contre la vision, ça me prend un coup. Oui, je sais pas. Allez, on passe à la première lettre. A comme AirTag, c'est pas mal. Le sous-titre, c'est quand ton toutou en profite, parce que c'est vrai que du coup, ces petits appareils, ces petits tags, on va falloir rappeler ce que c'est, hein, Thierry, mais je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais à quoi et comment ça fonctionne surtout, et à quoi ça peut servir. Je t'écoute. Oui, je me suis amusé parce que à chercher de l'info sur justement ces fameux nouveaux devices de chez Apple qui sont déjà en rupture de stock. En tout cas, si vous n'êtes pas un des heureux élus qui aviez commandé ça tout de suite à leur sortie, il va falloir patienter quelques semaines parce que c'est le gros rush. Je pensais pas un truc à 35 € partir comme ça aussi vite. Je me suis amusé donc à aller chercher sur Internet tous les usages qu'on pouvait imaginer autour de cette AirTag. Donc ce fameux petit device, cette petite capsule dans lequel il y a une pile qui vous confère une autonomie d'1 année. Il y a du Bluetooth, il y a d'autres technologies, et puis avec le réseau mesh créé par les autres porteurs d'iPhone, en gros, on n'a pas besoin du satellite pour repérer un objet. J'ai fait le test, un ami m'en a montré un il y a quelques jours, le week-end passé. Et je suis assez bluffé de la précision, effectivement, avec laquelle on peut retrouver un objet à quelques mètres, avec la direction et tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais chercher avec mon ami Google tout ce qu'on peut faire avec l'AirTag. Et j'ai déjà vu des gens qui se sont amusés à le hacker. Ça, c'est assez intéressant, d'ailleurs, pour d'autres usages. Mais que ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait plein de gens qui se ruaient sur les AirTags pour leur toutou. Et oui. Et donc, il y a déjà des tonnes d'accessoires. On les découvre à l'image pour ceux qui écoutent le podcast. Si jamais allez faire un tour, il y a pour tous
tous les goûts, toutes les couleurs. Donc le collier en métal, en cuir, le petit truc qui s'accroche à votre collier existant, enfin à celui de votre chien en tout cas. Ouais. Et du coup, on vous vend l'idée que ben oui, l'AirTag sur votre chien, pourquoi pas. Ça m'a un petit peu halluciné parce que je crois que c'était dans un numéro des technos qu'on avait dit qu'effectivement l'AirTag, on peut pas le placer dans le sac de quelqu'un pour le suivre à son insu, hein, parce qu'au bout d'un moment, cette personne va être au courant qu'elle est proche d'un AirTag qui la suit trop souvent, trop longtemps. Et du coup, a priori, ça pourrait marcher pour notre animal ou vos animaux de compagnie. Oui, parce qu'il a pas d'iPhone. Voilà. Oui. C'est ça. Alors moi, j'ai imaginé, parce que j'ai été très loin dans les recherches sur Internet, j'ai imaginé un véhicule équipé avec un AirTag. Il y a le pour et le contre. On nous raconte que c'est pas si bête que ça, mais il faut savoir qu'effectivement, un véhicule, il y a beaucoup de métal, donc c'est pas forcément l'idéal. Et puis, il existe véhicule volé. Ouais. Il existe d'autres outils en plus. Hein. Oui, il existe déjà des... Oui, mais c'était pour justement combattre le prix du système avec GPS et carte SIM dédiée. Là, il faut l'installer, il faut le planquer, il faut l'alimenter. C'est vrai que le coup du AirTag, tu le glisses n'importe où et youpla boum. Mais c'est vrai que si votre voiture finit dans un parking et puis qu'il y a personne qui passe à côté, il y a de fortes chances qu'on la retrouve plus. Voilà. Un avis en tout cas pour le chien, rassurez-vous. Oui, c'est top. Ou le chat, en même temps. Hein, ou le chat. Nous ne sommes pas sectaires. Nous sommes inclusif. Piquez-vous une opinion peut-être sur ce sujet? Et même un test, parce que moi je l'ai, le AirTag. Ah, ben voilà. Et voilà. D'accord. Et je le teste tous les jours. Et j'en ai même commandé de supplémentaires, puisque moi j'en ai acheté un au départ, donc pour 35 €, mais je vais en racheter 4 pour les 100 et quelques euros que ça coûte. 119. Ouais, c'est ça. 115 € je crois même d'ailleurs. Et donc pour en mettre un sur le chat. Oui. Hein, voilà. Pour en mettre un sur le vélo. Aussi, oui. Parce que actuellement sur le vélo j'ai une balise GPS, mais qui travaille avec le système LoRa. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, et qui est la marque Invoxia qui fait ce genre de petits bidules et qui marche très très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que le AirTag, il a une précision de localisation assez impressionnante à partir du moment où on est en site occupé, on va dire, c'est-à-dire pas au milieu du désert ou au milieu de la forêt. Sinon, c'est pas la peine d'essayer. Vous aurez du mal. Apple a dû ouvrir son système à de la concurrence, d'une certaine manière, jusqu'à un certain stade. Donc il y a des concurrents qui qui proposent des solutions de genre AirTag, mais plus gros, plus mal foutus, plus laid, machin, etc. Et moins précis parce que la partie, justement, cette fameuse précision offerte par Apple, oui, c'est ça qui permet de localiser avec, de voir dans quelle direction à aller. Ça c'est propre à Apple évidemment, et donc ça ils gardent ça jalousement pour eux. Ça ne fonctionne qu'avec leur device, mais la concurrence, il y en a, il faut se renseigner, il faut voir les prix, il faut faire un peu la balance, de voir le coût, l'intérêt, les fonctionnalités, etc. Chacun voit un peu midi à ça vient s'intégrer dans l'univers Apple, dans l'écosystème Apple, et donc effectivement ça a tout un intérêt assez fondamental si vous êtes vraiment moulé dans ce système et que vous travaillez avec Apple, avec ordinateur, avec portable, avec téléphone, iPad, etc. Là, vous êtes parfaitement dans le système, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ils renforcent encore quelque part leur écosystème, hein, c'est malin. C'est la belle surprise. C'est une belle surprise avec cet objet incroyable, parce que quand tu vois, par exemple, j'ai discuté avec un ami qui importe toutes sortes de wearables, qui disait quand même, t'achètes le device à 35 € et tu te fends d'un 39 € pour le support. Oui, c'est ça. Non. Ça, c'est hors de question. Mais on est bien d'accord. C'est pas possible. Faut pas déconner. Hein. Oui, on peut l'imprimer. Voilà, c'est ça, avec les bons matériaux souples, etc., qui permettent de l'imprimer facilement. Et je regardais les accessoires pour chiens, parce que évidemment, les possesseurs de chiens feraient n'importe quoi pour leurs animaux. J'avais lu un article là-dessus sur les dépenses liées à l'animal, c'est-à-dire la petite doudoune, la petite laisse, le petit collier, machin, etc. Ils sont prêts à mettre du pognon parce qu'ils aiment leurs animaux. Ils sont prêts à mettre du pognon sur ce genre de gadget, d'accessoires. Même, c'est même plus un gadget, c'est un accessoire à ce moment-là. Et donc ils vont dépenser plus d'argent pour le support
du AirTag que pour le AirTag lui-même, quoi. Voilà. C'est clair. Donc C'est clair. il y a marché, il y en a quelques-uns qui s'y sont lancés, bah voilà, tant mieux pour eux. Ceci étant dit, il y a des solutions bon marché aussi, enfin meilleur marché, on va dire, qui fonctionnent. Et c'est le iBidule le moins cher de chez Apple. Oui, en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait comme Picaboo, j'ai craqué. Je vais en recevoir un avec le doux nom de Yoko. Voilà, je vous laisse imaginer à quoi il va servir. Oui, c'est ça. Pour ceux qui connaissent un peu Thierry, c'est une histoire de vanne, de camionnette. C'est pas une vanne, c'est une histoire de non, vanne. c'est une C'est histoire pas de une vanne. vanne. Non, Voilà. c'est pas une vanne. Ouh là là, c'est le niveau cette semaine, il est. Ah oui, ah bah, oh là attention, là, monsieur. attention. La France et la Suisse dans la place. Et C'était on est pas. vacciné ou on l'est pas? Oui, c'est ça. On peut parler des choses qui fâchent, comme l'Eurovision, par exemple, et des choses comme ça. Oui. On en parlera. Non, mais voilà, c'est parce que je pense à ça parce que Laurent Je ne prends Ruquier, pas par de drogue, exemple, monsieur. Laurent Ruquier n'était pas content parce que les Belges n'ont pas donné de points à Ouais, la c'est ça. candidate française. Voilà. Non, il y a une espèce de clairvoyance chez les Belges, je trouve. Vraiment, après, ça, c'est eux qui voient. Non, mais la candidate française était tout à fait mignonne, elle est charmante, elle est solaire, elle est tout ce que vous voulez, etc. Mais voilà, mais c'est comme ça. On a donné 12 points à la Suisse. La Belgique a donné 12 points à la Suisse. La Suisse n'a rien donné à la Belgique. Est-ce qu'on s'est plaint? Non. Sale Bon, con. alors on va pas parler des Anglais, ils ont rien reçu. Les pauvres. Bon, bah oui, c'est ça. Il vaut mieux être belge, français, suisse que effectivement italien qu'anglais. On est clair. Bon, allez, on continue parce que là, on va pas s'en sortir sinon. Amazon. On est à la lettre A, toujours Picaboo. On parle de ce rachat important dont la presse parle aujourd'hui et déjà depuis hier, je pense. Depuis quelques jours même déjà, puisqu'il y avait déjà des rumeurs qui circulaient sur les internets. Et la grosse rumeur, eh bien, elle a fini par se confirmer. Et si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez compris que Monsieur Amazon vient de faire un gros achat. Il a sorti son portefeuille depuis 2017, si j'ai bien lu. Ils n'avaient pas sorti une aussi grosse somme pour faire un rachat. En 2017, ils avaient racheté les épiceries Whole Food et pour 13 milliards et quelques de dollars. Et là, ils ont dépensé 8,45 milliards de dollars, bon, une pacotille, pour racheter la MGM, qui est quand même le petit studio emblématique de cinéma. Oui. Mais pas que d'ailleurs, puisque ils font aussi des séries, ils se sont aussi diversifiés dans les télé-réalités, etc. Oui. Et donc ils rachètent un catalogue assez colossal, on peut le dire, je pense, et relativement prestigieux, puisqu'il y a pas mal de licences là-dedans, comme Stargate, si vous connaissez la série, comme tous les James Bond. Encore que là, visiblement, il y a encore peut-être discussion sur la façon de gérer la licence James Bond, mais il y a beaucoup de choses. Il y a 4000 films, d'après ce que j'ai cru comprendre, beaucoup de licences de séries, et tout ça va venir se rajouter. 25 000 épisodes de série, je pense, si je ne dis pas de bêtises, ou 17 000, je crois. Ah ouais, voilà. 17 000, il me semble. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, enfin, on n'est pas à quelque chose près. Non, mais ça va venir grossir un peu le catalogue de Prime Video, qui, à mon sens, était un petit peu léger, on va dire, en termes de qualité. On avait beaucoup de choses qui étaient très, comment on dirait, bas du casque. Oui, non, t'as raison. Il y avait un peu du back catalogue, comme on dit, qui venait un peu renforcer, renflouer pour faire de la masse, et que finalement des films ou des séries réellement fortes, elles n'étaient pas légion, quoi. Il faut être très clair là-dessus. Ceci étant dit, de temps en temps, un bon vieux film de série B, oui, ça peut aussi faire, voilà, c'est pas. Des choses qu'on n'avait pas forcément accès, auxquelles on n'avait pas forcément accès ailleurs, et qui sont ressortis comme ça du chapeau, enfin de la valise ou de la malle dans le fond du grenier. Oui, c'est ça. Le genre de truc que tu avais acheté en VHS, tu vois. C'est ça. Et que tu te dis, je m'en fous de cette VHS, de toute façon je le reverrai jamais ce film, je m'en fous. Ou que t'avais loué par hasard. Oui, c'est ça, et que t'avais oublié de rendre. En VHS, et que t'avais jamais revu, quoi. Et puis tu le vois dans le catalogue Prime, et tu te dis, bah tiens, on va montrer ça aux enfants, ça va les faire rire. Et puis voilà, et ça part là-dessus, et tu donnes une seconde vie à un vieux nanar, mais finalement, ça fait partie du truc. Il y a des choses complètement dispensables, on est bien d'accord, mais il y a des choses qui sont qui semblent un peu désuètes comme ça, et puis finalement, ça fait du bien aussi de temps en temps de se vider la tête avec un vieux nanar un peu désuet, pourquoi pas, c'est vrai.
Il y a les Rocky, par exemple, qui sont dans le catalogue pour moi, c'est un peu désuet. Il y en a des bons, mais après, il y a eu du déchet après, quoi. C'est ça. Ah oui, après le 7, moi j'ai arrêté de... moi j'ai arrêté après le 2, moi. Donc après... Et après le 22, c'est ça. 22 ou 23, je crois que j'ai arrêté. Alors, on retient, alors effectivement, on parle surtout de James Bond, des Rocky. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi de fort dans la liste? Il y a du Robocop. Robocop, par exemple, machin ça. Voilà. Mais il y a bien d'autres choses, et donc ça mériterait effectivement d'aller creuser, parce que bon, ils n'ont pas fait que des trucs moches chez la MGM1, ils n'ont pas fait que des mauvaises acquisitions non plus. Donc il va falloir voir ça. Ça va renforcer le catalogue d'Amazon, c'est pas plus mal, parce qu'ils étaient un petit peu, voilà. Ils ont quelques productions propres en plus qui sont pas mal chez Amazon Prime. C'est peut-être c'est peut-être aussi leur réponse à ce qui se passe en face. Il y a des bruits qui courent que Netflix lancerait sur la location de jeux. Oui, sur le jeu vidéo, oui, ça c'est c'est un peu le serpent de mer, ça revient de temps en temps. C'est cette histoire-là. S'ils veulent rester dans la course, et il y en a d'autres qui feraient bien de prendre exemple, c'est-à-dire, je parle d'Apple en l'occurrence, parce que là ils sont à ramasse total. Il faut effectivement qu'ils investissent dans le sujet et qu'ils se regroupent un peu, parce que sinon ils vont se faire dépasser et bouffer assez rapidement. Avec le Disney derrière qui monte en flèche, ça va être. Et il va plus y avoir grand-chose sur le marché à exploiter. Ils vont être un petit peu acculés à produire eux-mêmes, et ça prend du temps, ça nécessite des moyens, et ça va être compliqué de ce côté-là. Amazon, ils ont quand même produit des séries très 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 bien. Je pense par exemple au Maître du Haut Château, ce genre de choses, très bien, qui sont des excellentes séries, assez impressionnantes en termes de qualité de production et de scénario, et voilà. Ils ont pris en production des choses qui avaient été produites par d'autres auparavant. Je reviens plus sur la série. Qui avait été abandonnée. Oui, qui était passé sur... par exemple. Qui était passé sur Sci-Fi, qui avait été produit même par Sci-Fi pour la 2e ou la 3e saison, et ils ont repris ensuite parce qu'il y avait de la demande, et donc ils poursuivent la saga en leur nom. Donc c'est affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Dans tous les cas, je pense que c'est le consommateur qui est verni dans cette histoire, quelque part. Voilà, je pense. Ça commence à faire beaucoup d'abonnements. C'est un vrai problème. Ça commence à être un peu pénible. Chez Amazon, c'est un peu différent. Quand on est Prime, on l'a dans on l'a d'office. Voilà, on l'a d'office, ça fait partie du... Avant que ça ne change, on ne sait jamais. Parce que là, et pour 50 € par an, donc ça va pas loin. Oui, mais avant que ça ne change. Parce que là, ils vont quand même devoir... ils ont quand même fait une petite dépense, à mon avis, ils vont vouloir rentrer dans les frais. Donc il va falloir des arguments supplémentaires, peut-être. Donc voilà. Par contre, personne n'a Friends. C'est pas bien grave, en tout cas. Mais je sais pas, parce qu'il y a de la demande aussi. Au moment où on se parle, ou en tout cas à quelques heures près, les États-Unis diffusent une émission spéciale Friends 21 ans après, ou 18 ans après, je ne sais plus. Donc il y a de la demande pour ça aussi. Ça, on en reparlera. Il est diffusé en France aussi, non? Je pense qu'il est sur une des chaînes de télévision françaises, je crois, TF1 ou je ne sais plus quoi. Je sais pas. Franchement, moi je suis pas très télé, vous savez bien. Mais voilà. Mais tout ça pour dire, je le menteur là. Tout ça pour dire que affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, et qu'on peut passer à la suite. Boum boum tchac, non, rien à voir. On va parler batterie, mais pas ces batteries-là, évidemment. On va parler batterie, mais des batteries, des accus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise tous les mots-clés possibles imaginables. J'ai mis 5G, j'ai mis vaccin, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis encore? Friends. Voilà, donc j'essaye tout pour l'instant. Donc là maintenant... Je vais aller chercher dans mon déco anti-conspirationniste. Qu'est-ce que je peux utiliser comme mot-clé supplémentaire? Donc batterie, non, pas vraiment. Je surnage. Je transpire et je surnage. C'est un outil qui est quand même fort utilisé. Alors avant, c'est plus le générateur à essence, le truc qui faisait un bruit de mobilette qu'on mettait derrière la camionnette, que ce soit pour le van lifer ou pour quelque raison que ce soit, vous avez besoin d'énergie à un point où il n'y a pas de prise électrique, machin, etc. Vous avez besoin de ce genre de truc-là. Et là maintenant, il y a une espèce de transformation, c'est-à-dire que ça ressemble toujours à une espèce de grosse valise, mais l'énergie, elle est dans la boîte, dans la batterie.
en fait. Et c'est ce facteur de forme qui a évolué. Ouais, exact. Et je suis content d'être arrivé dans ce numéro 307. Voilà, je m'assure que c'est bien mon numéro. Là, je fais un private joke avec mon collègue de France. Non, tout ça pour vous dire qu'effectivement, je suis arrivé à caser un peu de van life dans cet épisode, puisqu'effectivement, c'est bien évidemment pour les véhicules aménagés que je vous parle de cette batterie chinoise. Elle est chinoise, mais elle est innovante. Je suis pas en train de critiquer nos amis de là-bas, mais simplement qu'effectivement, il commence à se passer pas mal de choses, comme tu l'as dit, Marc, autour des possibilités, des alternatives qui existent à avoir de l'énergie à bord d'un véhicule, ou pourquoi pas à bord de votre camionnette pour aller simplement travailler en itinérance, pour par exemple, je sais pas, faire des travaux de mécanique, de menuiserie, et puis vendre des frites. Voilà. Bah tiens, voilà, pourquoi pas, voilà. Oui, ben oui. Et ouais, non, mais il y a de l'idée. En tout cas, on peut imaginer plein d'usages. Mais c'est vrai que plus on va dans des puissances assez balèzes, et plus on a la problématique après de qu'est-ce que je fais une fois que tout ça est à plat. Parce que bien sûr, il faudra recharger tout ça. Alors, il y a bien évidemment la recharge sur le 12 volts, celle sur le 220, mais si vous êtes en itinérance, le 220, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a les panneaux solaires, mais ça va prendre un peu plus de temps. Oui, ça me fait penser que peut-être je viendrai avec une seconde idée pour un hors-série, parce qu'effectivement, il y a le vent aussi, l'éolien, oui, bien sûr, qui s'invite dans la van life, mais c'est une autre histoire. Et donc, du coup, ces Chinois, ils ont imaginé un appareil qui est pas con, qui est pas bête du tout, puisqu'en fait, le form factor, c'est toujours cette espèce de caisse un peu compliquée à transporter. Ouais. Chez certains constructeurs, vous avez même des roulettes tellement l'appareil est conséquent en poids et en taille. Mais il empêche qu'une fois que tout ça est déchargé, vous avez une grosse boîte bien lourde qui vous faudra recharger à quelque part. Et là, sur ce modèle qui est pas encore commercialisé, ils cherchent à trouver justement de quoi les importer. On les voit à l'écran, donc il y a aussi le modèle à roulette, le plus gros. Eh bien, ils ont imaginé que la batterie, elle se sort de ce caisson pour en placer une autre, tout simplement, voilà, comme une espèce de recharge, de glacière, voilà, de recharge. C'est ce qui manque aux voitures électriques, parce qu'en fait, si on avait un changement de batterie, on peut imaginer faire le plein en 2 secondes, enfin, le temps qu'on fixe une nouvelle batterie et on repart avec le véhicule. Si je dis pas de bêtises, Renault est sur ce coup-là, sur les prochains modèles de voitures électriques, sur un remplacement rapide de la batterie. Ouais. Donc, c'est une, allez, comment on appelle ça, c'est comme c'est une vidange, quoi. En gros, c'est vous remplacez. Oui, parce que Renault, voilà. Ouais. Parce que Renault, avec la Zoé, est sur un modèle où le business est sur la location de la batterie. Vous achetez pas une voiture, vous achetez pas la batterie, vous la louez. Donc effectivement, ça pourrait être une belle alternative. En tout cas, pour les van-lifers, les itinérants comme ça, je trouve que l'appareil est très prometteur, puisqu'effectivement, on va se retrouver très facilement à se dire, on achète un de ces boîtiers, il y a plusieurs puissance, on est tout de suite dans des très grosses puissances. Moi, ça m'intéressait de partir direct dans des milliers de watts et du coup se retrouver à avoir 2 batteries, puisque vous faites le changement en quelques secondes, à l'image de la petite animation qu'il y a sur leur site. Alors le produit, je l'ai pas encore testé, j'essaye de voir si on peut le faire venir en Suisse ou d'avoir un démo de cet appareil. Je vous cacherai pas que les coûts pour le faire venir et puis les douanes et tout ça sont assez conséquents, parce qu'on est quand même sur un appareil qui va pour un appareil, on va dire, de démo, qui avoisinerait facilement les 2500 francs suisses. On n'est pas loin de l'équivalence en euros. Attention à un truc, c'est que la connectique semble être une connectique japonaise ou anglaise, d'après les photos qu'on peut voir, donc ce ne sont pas les mêmes prises qu'on a chez nous en Europe. Probablement du 110 aussi pour la sortie du sans doute aussi, donc là il faut voir aussi quelles sont les possibilités. Ceci étant dit, alors sur l'idée de la recharge rapide, donc de ne pas changer tout le bazar, mais juste la batterie, et donc faire le switch comme ça, c'est super intéressant et intelligent, etc. Mais sur le principe même de cette espèce de valise transportable, par définition, une valise pas transportable, ça s'appelle un meuble. Il y en a d'autres qui en fabriquent des batteries comme ça, très étudiées, justement pour
l'itinérance. J'ai plus la marque qui me vient en tête, mais toi et moi, Thierry, on avait vu d'ailleurs des vidéos de sur ce sujet-là parmi les van lifers que l'on connaît, et qui en plus intègre la fête en kit, c'est-à-dire que vous y branchez non seulement vos accessoires, mais en plus vous pouvez y brancher la batterie de votre véhicule, donc il va y avoir une recharge pendant que vous roulez. Vos panneaux solaires, vous pouvez les brancher dessus aussi. Ça fait parce qu'il y a du MPPT dedans. Ouais, il y a tout est dedans. Tout se recharge de manière intelligente à l'intérieur. Tout ça est géré dans la boîte. On se fait pas yesh. Ça fonctionne et c'est mobile. Donc une fois qu'elle est chargée, si vous avez envie de vous éloigner de la rentrée dans un gîte par exemple où il y aura pas d'électricité, vous la prenez, vous partez avec votre batterie, elle est chargée. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ouais. Le marché se dispute avec les Américains de Goal Zero et l'outsider EcoFlow qui fait aussi assez bien sa com, qui va draguer d'ailleurs justement plusieurs Vinelifers qui sont amenés à recevoir les batteries de chez EcoFlow. Mais si vous faites un tour sur Internet, vous allez voir qu'il y a pléthore de marques maintenant. Tout le monde y va de son projet Kickstarter et autres pubs par des vanlifers. Là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, la batterie, non seulement elle se sort, mais le petit truc en plus, c'est que la batterie, une fois sortie, celle qui est à plat, eh bien, elle se charge avec un connecteur qui vient directement dessus. Vous n'êtes pas obligé de la remettre dans le boîtier pour la recharger. C'est pas con, c'est tout con, mais c'est bien étudié. Moi je trouve ça plutôt intelligent. Voilà. Alors tu parlais de la glacière, effectivement, une fois de plus, quand on part, par exemple, il y a une image qui est parlante, c'est des campeurs. On parle de van, etc. Mais le campeur, lui aussi, il part avec sa voiture classique et dans son coffre, il peut avoir d'un côté ce module énergétique, on va dire ça comme ça, 2-3 panneaux solaires, des petits formats pliés, pouf, ça prend pas beaucoup de place, et la glacière à côté. Tout tient dans le coffre, tout fonctionne, et vous partez dans une certaine... Alors, certains vont se moquer en disant, oui, lui, il part en camping avec une station EDF. Et pourquoi pas, monsieur? Moi j'ai besoin de mon petit confort quand je pars à la campagne. Voilà. Je veux mon petit confort. Voilà, c'est ça. Parce que faire du feu en forêt, c'est dangereux. Je sais pas ce qu'en pense Pigabou. Est-ce que tu avais déjà vu ce type d'accessoire ou est-ce que ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je suis assez perplexe, pas perplexe, mais c'est quand même très localisé en termes d'utilisation, je trouve. Je vois sur le site que y a un aimable bricoleur qui branche les outils dessus. Oui, ça j'en ai déjà vu. Moi. Et je suis assez, comment dirais-je, je suis assez dubitatif étant donné le prix qu'a annoncé, enfin ce que je viens d'entendre. Oui. C'est-à-dire que les outils à filaire classique qui viendraient se brancher dessus. Classique, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve des outils filaires de puissance relativement raisonnables, et même avec très raisonnables, avec batterie intégrée. C'est pas faux. Pour des prix bien inférieurs à cette... Oui, c'est pas le meilleur usage. Voilà. C'est intéressant quand tu as déjà l'outillage, en fait. Quand tu as un outillage filaire classique, de bonne qualité par ailleurs, que tu veux pas t'en débarrasser, et que tu en aurais besoin éventuellement pour aller retaper une bagnole quelque part, ou pour aller dans les bois construire ta tiny house, peu importe. Acheter 2000 € cette petite valise avec qui doit peser un certain poids en plus pour se trimballer, aller faire une réparation d'occasion, etc. Mais par contre, je vois très bien l'utilité pour effectivement des gens qui se promènent, qui partent en vacances avec évidemment un van ou avec en camping, etc. Effectivement, c'est très intéressant. Par contre, j'ai pas vu le poids de la bestiole. Ça a pas l'air léger. C'est pas léger. Moi, je suis pas parti sur le tout gros modèle qui a les 4 roues, les 4 roulettes. C'est le modèle juste avant. Et puis on a examiné avec le constructeur en question et mon ami importateur quel serait le prix. Et justement, parce que c'est de la batterie et parce que c'est lourd, ça complique effectivement les coûts de transport. Surtout si on achète, c'est ce qui était prévu, un boîtier et 2 batteries. Voilà, donc on est sur plusieurs dizaines de kilos, même si ça reste léger dans l'absolu, parce que là on est dans des puissances où, par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, une batterie gel, sans partir sur du lithium-ion, eh bien une batterie gel de 200 Ah qui correspond à ce que j'ai moi à bord, c'est quasiment 70 kilos, 70 kilos quoi. C'est lourd.
C'est très très long. À l'inverse, vous allez avoir une petite dizaine de kilos à tout casser dans l'équivalence sur un autre type de batterie. Et puis assez résistante aussi. Ce qui complique aussi l'importation de manière générale, mais c'est vrai pour n'importe quel pays, c'est justement que ce sont des batteries lithium et que le transport de ces batteries peut poser des fois problème, et il y a des taxes ou des assurances à payer, etc. Donc voilà. Et puis on est dans une période difficile. On est dans une période difficile parce que là, dans le cas précis, l'idée c'était de faire venir un numéro 0 pour le tester. Et voilà, c'est pas donné à l'unité. Voilà. Puis c'est vrai que la question soulevée par Marc aussi, c'est est-ce que quid du 220 ? Parce que après, si on commence à regarder la facture, on a du MPPT, on a du 12 volts, on a du 5 volts, on a virtuellement du 230, on a de la recharge sur tous ces trucs. Ça commence à être intéressant. Au niveau prix, puis c'est tout compact. Il y a tout dans cet appareil. Moi, après, c'est pas le reproche que je ferais, c'est qu'il n'y a pas encore un industriel français, belge ou européen ou suisse ou peu importe qui s'y colle, parce qu'il y a un marché, clairement, parce que c'est une option. C'est pas c'est une option parmi d'autres, effectivement, et ça dépend aussi des pépettes qu'on a et des moyens qu'on a envie d'y mettre. On peut passer peut-être à la suite si vous voulez bien. Volontiers. On passe à la lettre C comme cookie à table. J'ai avalé un clown ce matin. C'est la CNIL qui on va rappeler ce que c'est la CNIL. Les abréviations. Comme ça, j'ai du mal. Je n'y arrive plus. Je ne sais plus. C'est le gendarme. En gros, c'est le gendarme de télécommunications en France. En gros, pour simplifier. Qui fait les gros yeux. Il est pas content. Il est pas content. Oui, c'est ça. Il va mettre une tarte. Et pas des cookies à certains utilisateurs du numérique. Il a mis la CNIL, elle a dit il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, qu'ils allaient mettre en place dans le cadre du RGPD européen l'obligation pour les sites internet de permettre aux utilisateurs de refuser ou d'accepter tout ou partie des cookies que ces sites internet utilisent, veulent bien déposer sur vos petites machines. Et depuis le 1er octobre 2020, c'est quelque chose qui est rentré en action. Les sites sont obligés de vous proposer une page quand vous arrivez sur le site qui vous permet de refuser ou d'accepter tout ou partie de ces cookies. L'une des obligations en plus de cette page, c'est de pouvoir de pouvoir refuser les cookies aussi facilement que vous les acceptez. C'est-à-dire que jusque-là, vous aviez un bouton systématiquement qui était très très simple à trouver puisqu'il était en bas de page en général, voire même au début de page, pour accepter les cookies, mais fallait chercher et aller gratouiller dans les fins fonds d'un site quand toutefois il existait le bouton pour tout refuser d'un coup, sinon il fallait passer à peu près 5 minutes à décocher toutes les petites cases qui vont bien pour refuser partenaire par partenaire tous les cookies correspondants, et il y en avait pour à peu près 4 plombes si vous n'étiez pas mort avant. Donc aujourd'hui, normalement, tous ces petits sites, puisqu'il y a eu une période de latence, on va dire probatoire, probatoire, oui c'est ça, d'adaptation, on va dire, qui a été laissée par la CNIL jusqu'au 1er avril dernier, et depuis le 1er avril, la CNIL a commencé ses petites vérifications auprès de nos chers acteurs du numérique, et visiblement, sans donner le nom de ces 20 acteurs concernés du numérique, ces 20 premiers mauvais élèves, a rappelé à l'ordre ces acteurs du numérique en leur disant que c'était pas bien et que le petit bouton tout refuser, il n'était pas aussi accessible qu'on voudrait bien l'espérer. Oui. Voilà. Et je sais pas si c'est votre cas, mais moi, souvent, via Twitter, par exemple, j'ai des liens qui renvoient sur un truc qui s'appelle vaguement Instagram. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Et quand vous accédez sur Instagram via le site web, il faut le trouver. Je l'ai même pas trouvé d'ailleurs. D'ailleurs, pour être clair, je l'ai pas trouvé. Le tout refusé n'existe pas à ma connaissance. Non, c'est ça. Voilà. Il y a ce problème-là, et puis il y a aussi le foutage de gueule entre guillemets, qui est de vous mettre une liste longue comme le bras de choses à refuser, oui. Ou quasiment ça. Cookie par cookie, on vous dit vous le voulez ou pas, vous le voulez ou pas, vous le voulez. Oui, ou pas. C'est ça. Et c'est juste complètement insupportable. Ça, c'est vraiment se foutre de la tronche du monde. Voilà. Moi, je trouve ça totalement contre-productif. C'est pas malin du tout.
on est encore sur ce fameux modèle économique. Plus pour longtemps. Et voilà, et plus pour longtemps. Et ça va. L'abandon des cookies tiers, c'est dans bientôt. Hein. La donne a changé avec Google. L'abandon des cookies tiers va foutre la M dans très peu de temps, quoi. C'est une histoire de quelques mois. Et donc on peut traiter Tim Cook de sauvage avec Apple quand il met en place des garde-fous, etc. Mais en attendant, c'est le modèle qui semble mourir de sa belle comme mort. dirait l'autre, à vouloir trop pousser le bouchon, eh bien, on finit par l'enfoncer dans la bouteille. Et là, ils l'ont enfoncé trop loin dans la bouteille, on peut plus le récérer. Et voilà, ils vont perdre le bouchon. C'est dommage pour le goût. C'est dommage pour le goût. C'est dommage pour le goût. C'est dommage pour le goût, mais... On sent le Bordelais. On sent le Beaujolais. Oui, c'est ça. On sent le Bordelais. Voilà. Je sais pas. Il aurait été hollandais ou un truc du genre. Il nous aurait parlé, je sais pas, moi, de fromage, de gouda ou quand on épluche le gouda. Non, c'est pas ça. Mais ouais, non, t'as tout à fait raison. Mais voilà, je trouve que le web, la navigation, le surf, comme on disait avant, hein, sur Internet, c'est fort dégradé quand même, avec toutes ces restrictions, etc. Et ces réponses aux restrictions et ces réponses aux réponses des restrictions, etc. Le nombre de clics qu'on doit faire simplement pour accéder à un contenu. Non, on perd un temps. On perd un temps absolument monstrueux entre la publicité, les cookies qu'il faut désactiver, et les pop-up qui apparaissent. On pensait se débarrasser des pop-up, vous vous rappelez de ça au début des années 2000, les pop-up. On pensait se débarrasser de ce truc-là. Non. Les CAPTCHA, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Et voilà. Et donc, du coup, on s'étonne que les plus jeunes ne surfent, entre guillemets, que dans un réseau social, que je ne citerai pas, restent dans une bulle et finalement passent à côté de quelque chose de vraiment intéressant. Parce que pour le coup, il y a des richesses sur le web quand même. Hein. C'est pas que des lolcats et voilà. Donc, c'est dommage. C'est très dommage. Et vous qui regardez ou qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à vous ruer sur le bonus parce qu'on va reparler justement des difficultés à surfer. Ça, c'est du teasing. Ouais, il fait mon boulot maintenant. Bon, si c'est comme ça, lettre en sortant. Hein. Oui, c'est ça. lettre suivante, je vais dire simplement comme ça. I comme Ikea. Picaboo, ils ont je parlais des valises qui, quand elles ne sont pas portables, sont des meubles, et de temps en temps, il y a des meubles auxquels on rajoute des roues, ça devient des voitures. Et IKEA va proposer des voitures. Voilà, c'est ça la news. En gros, c'est ça. Alors pour l'instant, ça reste à l'étude, mais je suggère aux gens qui sont réfractaires aux notices de montage de ce fabricant de meubles suédois bien connu, de commencer à s'y faire, puisque Ikea s'est donc allié avec Renault, fabricant de voitures plus ou moins français, et pour mettre à l'étude et mettre en projet une voiture qui soit une voiture en kit à monter vous-même. Oui, c'est absolument extraordinaire. Alors, j'avoue avoir été un peu surpris. J'aurais même pu le mettre dans oui mais non, c'est presque parce que j'avoue que ça me surprend un peu comme principe. Le principe, c'est que en fait, vous avez, alors il n'y a pas trop d'informations puisque pour l'instant, ça reste un projet d'étude de concept, un concept car, on va dire, puisque c'est à peu près ça. Ça. En gros, vous avez une plateforme avec 4 roues. Probablement les batteries et le moteur sont intégrés dans cette plateforme, et puis vous avez une espèce de cadre, et puis cette voiture ressemblerait, une fois montée, un peu à une voiture de Lego, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc l'avant et l'arrière sont identiques, elle fait à peu près 1m80 de haut. Une cabine de téléphérique pour une cabine de téléphérique, oui. Tout à fait. Une référence suisse dans le truc. Oui, merci. Et avec des roues par sécurité, parce qu'on sait jamais actuellement, ça peut sortir. Oui.
Donc elle fait 2,30 m à peu près de long. On n'a pas la largeur, mais on sait qu'elle fait 1,80 m de haut. Et elle est relativement logeable, d'après le concept qui était mis. On pourrait, quelqu'un en fauteuil roulant pourrait monter dedans, ou même on pourrait mettre un vélo dedans, en plus de la personne qui conduit. Vous auriez à peu près, je crois, c'est 400 ou 370 pièces, je crois, 374 pièces à monter vous-même. Oui. Sur la base de la plateforme qui vous est vendue, Alors pour l'instant, ça reste un concept, puisque l'idée, et il y a quand même pas mal de barrières, même aussi bien technologiques que légales, puisque quand même, il va quand même falloir des gens qui soient pas totalement des brels en termes de bricolage pour monter la petite chose, parce que s'ils oublient la moitié des équipements de sécurité, par exemple, ils ont pas fini d'avoir des problèmes, des surprises. Voilà. Moi, j'attends d'avoir la note supplémentaire, tu vois, qu'ils vont rajouter dans la boîte en disant n'oubliez pas de mettre un clou dans le mur pour l'accrocher parce que sinon il risque de tomber sur les enfants, tu vois, parce que c'est ça. On sait si elle est moche à cause de Renault ou d'Ikea, c'est lequel des deux qui est fautif en fait. Je pense qu'elle est moche à cause du prix. Oui, c'est peut-être ça, oui. Le prix annoncé. Okay. En gros, 5300 €. Et c'est ce qui me fait un peu douter de la chose, parce qu'aujourd'hui vous avez des voitures tout en un. Alors on peut critiquer tout ce qu'on veut. La Ami par exemple, qui a été lancée par Citroën, fait 6 000 € à l'achat. Les voitures sans permis qui sont moins chères que ça aussi. Les voitures sans permis qui, je sais pas, les petites Ligier, des trucs comme ça, c'est aussi aux alentours des 5-6 000, non? Si je dis pas de bêtises. C'est pas certainement plus cher, hein. Si tu mets des options, genre une porte par exemple, ça peut chiffrer. Alors je vous fais le volant à 250 €. Vous le prenez, c'est comme vous voulez. Mais c'est une option. Quand tu penses que dans les voitures aujourd'hui, un cendrier c'est devenu une option. Ce que je trouve très bien, hein, très honnêtement. Mais dans le temps, tu ne pensais pas acheter une voiture sans cendrier. C'était juste, à part une Deuche, parce que la Deuche, le cendrier était en option, ça je me rappelle. Mais tout était en option sur la Deuche d'ailleurs. Mais ceci dit, enfin voilà, on peut imaginer aisément d'avoir comme ça la fête en kit et de se dire voilà, c'est en fonction du besoin. Vous choisissez vos accessoires. Alors. Bon, je vais être très clair avec ceux qui nous écoutent. C'est moche, ne courez pas. Pour le coup, là, je vous en voudrais pas si vous venez pas voir la vidéo. Très honnêtement, parce que ça vaut vraiment pas le coup. C'est pas beau, c'est la voiture à Toto, et donc voilà. Mais sur le principe de se fabriquer, alors là c'est le technophile qui parle. Sur le principe d'avoir un véhicule à monter. Tu vois, peut-être pas une voiture, mais un véhicule à monter soi-même, avec un peu de notions techniques, avec un bon plan, machin, etc. Quitte même à avoir des pièces à devoir fabriquer soi-même, etc. Tu vois, toi qui aimes bien bricoler, je trouverais ça plutôt chouette. Je pense, alors, pour être clair, moi j'ai essayé la Mi, par exemple, qui est une toute petite voiture dans laquelle il y a 2 places avec un tout petit peu de place derrière les sièges. C'est quelque chose qui pourrait être très 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 bien rebadgé, si je puis dire, par le fabricant, par Citroën, pour en faire des petits véhicules utilitaires, par exemple, pour des gens qui sont des auto-entrepreneurs, des gens qui font du petit bricolage, des choses comme ça. Et moi, c'est mon cas, par exemple, où je pourrais très bien avoir ce genre de petit véhicule pour en faire à côté de la place conducteur un coffre pour mettre des outils, pour mettre du rangement, pour faire des choses comme ça. Et là, ça tombe bien, parce que je vais sur le site et je vois quoi? La Miami Cargo arrive dans quelques semaines, mon bon Picaboo. Ah ben voilà. Ton rêve est d'exaucer. On va pouvoir mettre la batterie on va pouvoir mettre les batteries de Thierry. Elle va pencher un peu, hein, du coup. Oui, c'est clair que là, ça va pencher sur le côté. Ça va pencher sur le côté, et on pourra même mettre dedans la boîte de la voiture Ikea quand on ira la chercher. Et donc la petite Oga, ça c'est la voiture qui s'appelle comme ça chez Monsieur Ikea. La montée en soi-même, elle deviendrait intéressante si on avait les options d'équipement intérieur ou d'aménagement ou de carrosserie ou ce genre de choses qui permettent justement de la personnaliser pour son utilisation propre. D'accord. C'est prévu chez Ikea, il y a un kit qui s'appelle Tesla. Qui est constitué en gros d'une Tesla.
Voilà. Et le porte-clés t'as monté soi-même. C'est un peu ça l'idée. Bon, voilà. Ouais, après, il y a les histoires de crash test de sécurité, etc. On a dit, c'est pas gagné, quoi. Hein. C'est vraiment, ils ont réussi une fois de plus à faire parler d'eux. C'est bien joué. On est tombé dans le panneau. Merci, messieurs d'IKEA. En même temps, ça nous a permis de parler de la petite Amie dont on ne parle jamais beaucoup et dont on n'avait pas encore évoqué l'existence chez les technos. Merci pour ça, je veux dire. Voilà. Là, j'ai pas de jeu de mots, rien qui me vient. Pouce, voilà, P comme pouce, Thierry. Quand l'humain se sert d'un troisième pouce, même d'un cinquième, j'ai l'impression, parce qu'on dit aussi pouce pour le gros orteil. Non ou pas? Je sais plus maintenant. Alors, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée, mais en même temps, comme tu as la 5G maintenant, oui, c'est ça. Dans les commentaires, sous la vidéo, dites dans les commentaires. Combien ça sera. Voilà. Dites pouce. Combien de pouces Combien de pouces avons-nous? C'est une vraie. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement derrière il y a une vraie étude, l'UCL, nos amis anglais qui se sont amusés à une expérience qui est bluffante autant que déconcertante puisque l'expérience en question n'est autre qu'un ajout. Ça va faire plaisir à mon collègue, effectivement, français de son état, puisqu'effectivement, avec une petite imprimante 3D, ils ont réalisé, une petite, c'est quand même bien fait, quand vous irez voir les images, c'est simple, mais efficace, ils ont réalisé un deuxième pouce, donc si vous avez deux mains, ça vous ferait un troisième pouce, qui est animé par un petit moteur et des câbles. Et ce qu'on découvre dans la vidéo, c'est qu'en fait, le pouce est à l'opposé de celui que vous avez sur la main. Donc, c'est comme si vous aviez un pouce de chaque côté de la paume de main. Et en fait, on raconte que en quelques jours seulement, avec un mécanisme que vous pouvez commander dans vos chaussures, avec justement les autres pouces, le gros orteil par exemple, eh bien, vous allez pouvoir télécommander l'usage de ce pouce pour vous en servir, pour appréhender des choses, il y a dans la vidéo une scène assez marrante où on voit la personne prendre avec ce pouce articulé un verre et avec les autres doigts, eh bien, elle peut remuer le café, donc avec une seule main. Donc c'est assez dérangeant comme concept. Les gens sont assez bluffés de voir à quelle vitesse ils arrivent à s'approprier l'usage de ce deuxième pouce articulé. Je sais pas quel est le... Ouais, voilà. Mais je sais pas quel est l'objectif derrière, mais c'est très sérieux, c'est très ludique, c'est bluffant. Et puis, moi, je me réjouis de voir la suite. Est-ce qu'on pourra le télécommander simplement avec notre pensée, parce que j'imagine peut-être que l'être humain avait effectivement d'autres capacités moteurs qu'on a oubliées avec les milliers d'années, je sais pas. Peut-être, parce qu'apparemment, d'après l'article de Futura Santé, Futura Science, dans la partie santé du site, le dit, notre cerveau est capable de gérer un pouce robotique supplémentaire, ce qui n'est pas gagné, très honnêtement. Non, donc non. C'est quand même assez particulier déjà de s'en être rendu compte que c'était possible. Et s'agissant de commander les choses avec le cerveau, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Il y a une expérience qui a été tentée avec une sonde au niveau du cerveau et une personne paraplégique a pu écrire par le biais de la pensée. Donc voilà. Oui. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va écrire sans faute ou proprement, ça c'est un autre problème, mais c'est déjà un début. Mais moi je trouve ça fantastique, quoi, cette possibilité. C'est assez bluffant. Ouais. Augmenter l'homme, parce que bon voilà, ça ce serait bien, c'est bien l'histoire du doigt supplémentaire, on va être très clair là-dessus, mais c'est encore mieux d'en donner la possibilité à des gens qui ont justement un déficit de mobilité ou une amputation ou quelque chose comme ça. Là, j'applaudirais des deux mains, sans faire de jeu de mots, de manière tout à fait réglementaire et sans aucune arrière-pensée. Donc voilà. Monsieur, vous avez trop de doigts. Mais je trouve ça rigolo comme tout, et pour casser des œufs par exemple, effectivement c'est plus pratique, voilà, c'est évidemment, mais je pense que si on vous met une troisième jambe, vous trouverez aussi quoi en faire, Bon, pas une troisième jambe peut-être, ça risque d'être encombrant. Pour acheter les chaussures, ça devient un peu compliqué là, parce que oui, c'est ça. T'as une chaussure en trop à quelque part. Est-ce qu'il faut prendre une droite, une gauche Oui, c'est ça. La question est ouverte. Voilà. Chez le marchand, vous avez oublié le pied du milieu. Vous faites quelle pointure? 45 et au milieu 43. Donc voilà. Mais mesurer en pouces, nous dit-on. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Et Benoît
notre copain Benoît, qui est, vous le savez, il cherche toujours les accessoires de cuisine les plus high-tech et les plus pointus, à condition qu'ils servent évidemment à quelque chose, nous dit que ça a l'air d'être super pour cuisiner. Effectivement, je te le confirme, pour rien de tel pour casser des œufs qu'avoir un doigt en plus. Voilà. Mais on met le lien, comme toujours, hein, je le dis, je le répète. Oui, allez voir la vidéo, allez voir les vidéos, c'est dans le blog lestechno.be ou en description de ce podcast, vous trouverez les liens, effectivement, et vous nous en direz des nouvelles. Oui, alors celle-ci, enfin, au niveau vidéo, je peux dire, hein, ça va être très vite démonétisé à mon avis. C'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, mais il faut pas aller trop loin avec les mots-clés. J'avais dit attention, il y a une limite à ne pas dépasser. Picabou, voilà, P comme Picabou. Je vais me faire taper sur les doigts, hein, rapport à la... Oui, c'est ça, sur le 11e doigt. Une intelligence artificielle qui remet au goût du jour des vieilles vidéos un peu coquines, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc le site très bien connu que vous connaissez certainement ou pas, enfin c'est à vous de voir. C'est marqué là en même temps. Hein. qui diffuse des vidéos pour adultes a trouvé le moyen de remettre à jour tout un tas d'anciennes vidéos, de très anciennes vidéos, puisque vous avez dans le tas des choses comme le premier baiser filmé par je ne sais plus qui, Thomas Edison. Voilà, qui était à l'époque classé comme quelque chose d'indécent, et donc c'est ce qu'on voit à l'image, je crois. Hein. Ce premier baiser donc a été remis au goût du jour par ce site grâce à l'intelligence artificielle, parce que j'aime pas ce mot, mais grâce à des algorithmes, on va dire, hein, voilà, auxquels ils ont fait manger énormément d'images très adapté, on va dire, donc tout à fait spécifique, pour que l'intelligence artificielle, via le machine learning, puisse recréer et adapter aussi bien l'image que le son, pour amener ces films à une qualité qui soit une qualité couleur, 60 images par seconde, donc haute définition, grâce à la restauration numérique de ces films. Alors on n'a pas que le baiser de Méliès, vous avez aussi de Edison, vous avez aussi des films de Méliès qui ont été pris en compte, des films qui datent 20 films qui ont été tournés entre 1896 quand même pas d'hier, et 1940. Voilà. Et ils ont fait avaler à l'intelligence artificielle à peu près 100 000 vidéos dans du style, pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse justement comprendre ce qu'elle devait analyser et restaurer. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça... Alors, au-delà du sujet, ça, c'est un autre problème. Mais pour l'instant, il y a une vague. On dirait que c'est de plus en plus accessible de la part de tout le monde, ces intelligences artificielles, je fais des guillemets avec mes doigts, hein, de restauration. Parce que il y a par exemple un gars qui se fait appeler Rick 8888888. 8. Peut-être oublié un 8, je ne sais plus, sur YouTube, qui s'amuse en amateur, hein, à restaurer des vieux films, etc. Et si on en a beaucoup parlé en Belgique cette semaine, c'est parce qu'il a publié... la vitesse et tout ça. Il règle tout, le saut d'image, la vitesse, il colorise aussi à peu près. Et donc on a vu, il a touché un film libre de droit de 1908, avec des vues de Bruxelles. Alors évidemment, quand c'est ta ville, tu vois, c'est encore beaucoup plus sensible au truc, mais il a fait un travail de restauration assez époustouflant, et il en a fait plein d'autres comme ça aussi, hein. Il y a des villes américaines, etc. Moi j'ai relevé Bruxelles, et tout le monde en Belgique a relevé Bruxelles cette semaine, et on a parlé dans les journaux et sur internet, etc. Parce que c'est un travail très bien réalisé, et ça montre des parties de la ville qui ont été
remise piétonnière il y a peu, et qui était piétonnière en 1908, ou à peu près piétonnière de fait, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il y avait juste des calèches et des choses comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a pléthore, il n'y a pas que les sites de vidéos un peu limites, on va dire ça comme ça, qui font des propositions, parce que là, du coup, oui, c'est juste question de se faire parler d'eux et de mettre leur nom en haut de c'est pas la première fois. Hein. Et c'est pas la première fois qu'ils trouvent un petit angle, une petite façon de faire du buzz. En général, c'est plutôt bien. Enfin, ils ont des idées, quoi. En général, c'est plutôt assez bien vu. Oui, c'est assez bien. Quand même, pour connaître. Ceci étant dit, voilà, il faut rappeler que ce sont des sites pour adultes. Et souvent, ce sont ces sites pour adultes ou ces films pour adultes ou ce genre de choses qui souvent ont amené beaucoup de technologies au fil des années, et depuis quelques décennies, ils ont amené beaucoup de technologies, ils ont fait pousser beaucoup de technologies à sortir du chapeau, et à se diversifier et à devenir grand public. Parce qu'ils avaient très vite beaucoup de sous à mettre dedans aussi. C'est ça. Tu vois, ils ont un modèle économique, appelons ça comme ça, qui leur permet de dégager très très rapidement des bénéfices, et donc d'investir très vite dans de la recherche. Et moi, je me rappelle, les premiers players vidéo de sites de charme, on va dire ça comme ça, étaient bien plus avancés que ce que d'autres pouvaient proposer de vidéos YouTube, par exemple. À l'époque, c'est des choses qui existaient déjà, enfin qui ont été très vite mises en place, justement à la faveur, on va dire ça, des investissements qu'ils sont capables de réaliser. Ceci étant dit, ça a ouvert la porte, en ce qui nous concerne, dans notre propos, à tout ce qui était restauration d'images et de faire vivre des images du passé. Et ça c'est quand même pas mal, parce que ça nous rapproche un petit peu. Voilà. Quand je vois des vidéos d'une ville comme Bruxelles, où il y en a d'autres, mais du début du XXe siècle, ça fait quelque chose quand même, quoi. Quand tu connais en plus, tu rapproches dans ta tête, tu dis, c'était comme ça, mais ce truc ça existe encore. Ce qui est bluffant, c'est l'approche du réalisme, avec justement ce traitement sur l'image qui nous fait récupérer la vitesse d'origine de lecture de ces films qui étaient saccadés, qui étaient à vitesse, comment dire, un peu variable. Oui, parce qu'il y avait pouvoir revivre ça. On était entre 12 et 16 images par seconde, donc il y avait des sautes d'images. C'est pour ça que on a toujours l'impression que ça court, quand on les met à une vitesse de 25 ou de 25 ou de 50 images par seconde. Je reconnais des endroits de votre belle ville de Bruxelles. Tiens. Ah oui, là attends, j'ai pas vu où on est passé. Juste avant, c'était le cinquantenaire. Voilà, et oui, on voit les gens évoluer. Le parc de Bruxelles, par exemple, avec le Parlement. Marcher à la bonne vitesse. Et on les voit marcher à la bonne vitesse. Ça leur donne ça renforce le côté humain des personnages. Je suis pas fan de la colorisation, par contre. Là, je trouve qu'on rajoute une information dans l'image qui n'est pas nécessairement l'information d'origine. Ça demanderait de la recherche pour arriver à avoir Il y a depuis quelques mois pas mal c'est comme tu disais tout à l'heure, Marc, des vidéos qui sortent comme ça, qui sont restaurées par différentes personnes à droite à gauche, et qui les ramènent à 60 images par seconde, etc. On peut se poser quand même la question de savoir si on faut pas garder un respect de l'œuvre originale quand même. Et que penseront, enfin moi c'est toujours la question que je me pose, c'est que penseront dans 100 ans, 150 ans, 200 ans les historiens qui vont tomber sur ces vidéos-là restaurées? Vont-ils penser que ce sont des vidéos d'origine, ou la vidéo qui a été tripatouillée, et sous quelle forme elle a été tripatouillée, et jusqu'à quel point? Et le plugin première qu'ils ont utilisé pour faire ces images, c'était quoi encore? Voilà. Donc, c'est vrai. Je sais pas trop ce qu'il faut penser de ça, au final. Moi, je trouve que alors, sur la vitesse de défilement, etc., là, c'est un plus, et on ne rajoute pas une information, on n'invente pas l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Quelqu'un traverse la rue, c'est quelqu'un qui traverse la rue. Qu'il le fasse en courant ou qu'il le fasse en marchant. Oui, mais les couleurs, par exemple. Mais les couleurs, c'est ça. Voilà, les couleurs, moi, je suis pas convaincu prouve que c'était bien la couleur. Je suis pas convaincu que les façades étaient si sales que ça, vu qu'il n'y avait pas de véhicules à pétrole à l'époque, où il y en avait très très peu. Les façades sont vraiment très dégueulasses, par exemple, dans la version colorisée. Mais voilà, c'était peut-être comme ça, soyons clairs. Alors, un fait exceptionnel pour ceux qui connaissent un petit peu Bruxelles, on peut vous montrer par exemple le palais de justice de Bruxelles sans échafaudage. Moi-même, j'ai 54 ans, je ne l'ai pas connu sans échafaudage. Donc, pour tout vous dire, on a des budgets restauration, non plus du palais de justice, mais des budgets restauration
pour l'échafaudage. Si, je vous assure. Parce qu'à l'origine, il était prévu avec échafaudage, c'est parce qu'ils n'avaient pas fini de le construire, c'est pour ça. Non, c'était la version intermédiaire. C'est un très très bel édifice de taille très imposante, mais qui coûte un bras en entretien, et donc voilà, enfin tout ça c'est pour la petite blague en passant, évidemment. Moi je peux le dire, j'interdis quiconque dans l'équipe de faire des commentaires là-dessus. Moi je peux faire de l'auto-bashing si vous préférez. On va pas échafauder Oui, non, mais je pense que c'est bien de se lancer dans une phrase comme ça, mais il faut arriver à la finir. Oui. Passons à la suite. Passons à la suite. La lettre V comme Vimeo, plateforme de vidéo bien connue, qui aurait pu, à un moment donné, qu'on aurait pu considérer comme étant un challenger à YouTube à un moment donné, comme Dailymotion aussi. Là, tout le monde se marre. Moyen. Mais en tout cas, qui a Vimeo, qui est une plateforme qui a toujours axé la diffusion de la vidéo sur de la qualité, j'ai envie de dire, de la qualité de production, de la qualité de l'image, etc. C'est le sentiment que moi j'en retiens, mais peut-être que je me trompe complètement et qu'il y a de la grosse daube. Mais ils ont changé de modèle économique à un moment donné, et donc du coup, on est sur un modèle B2B, Thierry, aujourd'hui avec Vimeo. Il y a déjà un petit truc en préambule, je vais me faire plein de copains. Moi, je hais Vimeo, je l'ai toujours haï. J'ai beaucoup de peine avec Vimeo parce que beaucoup se le sont appropriés comme étant la solution pour pas aller sur YouTube, par exemple, pour ceux qui produisent du contenu et qui mettent de la musique ou des images sur lesquelles ils n'ont pas les droits. Parce que Vimeo est moins regardant que YouTube. Ça a été une des particularités de cette plateforme, c'est qu'elle était très prisée. Alors, pour les créatifs, pour la belle image, certes, oui, parce qu'on lui conférait un player qui, à l'époque, était bien mieux foutu que celui de YouTube. Ça a l'air tout con maintenant, parce qu'on se dit, on regarde une vidéo sur machin, sur truc, oui, mais à l'époque, derrière, il y avait des vrais enjeux en matière de lecteur de flux vidéo, et Dailymotion avait fait un petit peu les frais, puisqu'ils avaient aussi acheté une technologie suisse, pour la petite histoire. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais du coup... Vimeo a eu cette image, cette étiquette, moi qui m'a énervé, de se dire ah bah tiens, j'ai pas les droits, j'ai fait un truc, je vais la foutre sur Vimeo et puis ça va être plus facile pour partager. Deuxième fois que Vimeo m'a énervé, c'est quand ils ont racheté Live Streaming. Voilà, Live Streaming qui, pour la petite histoire, Live Streaming était une des premières solutions à proposer justement en B2B principalement, une solution pour faire du live, avec son siège à New York, là aussi. Alors, on va se dire que Vimeo, Live Streaming, ils étaient pas loin. C'est vrai que Live Streaming était dans un bâtiment dans lequel il y avait aussi Google, pour la petite histoire, parce que j'ai connu Live Streaming quand ça s'appelait Mogulus, c'est pour dire que c'est vieux. Voilà, et un des fondateurs était aussi un Suisse. Voilà, ils étaient trois à la base, un Anglais, un Suisse. Il y a aussi une part de B2C, parce que je me rappelle, moi, regarder les premiers podcasts de vidéo de Léo Laporte, c'était sur Live Streaming, exactement. Et donc ça a été directement un succès grâce à cette plateforme-là, parce que YouTube ne faisait pas de streaming à l'époque, Twitch n'existait pas, et donc c'était une opportunité d'avoir... C'était un peu déjà, on disait de cette plateforme que c'était le YouTube du live, quoi. En gros, live streaming. Oui, avec des prix avec des prix assez salés, mais voilà, à l'époque, on n'avait pas les bandes passantes, les CDN qu'on a maintenant, et puis aussi cette facilité à faire aussi ce genre de choses avec un smartphone, voilà. Et donc absorbé par Vimeo à un moment donné. Voilà. Donc tout le hardware qui allait avec, parce qu'il était aussi intéressant. Là, je vais faire mon vieux con de service, parce que Live Streaming avait aussi sorti des petites solutions où on pouvait faire son stream depuis n'importe où. Maintenant, ça fait rigoler parce qu'on a un smartphone, mais à l'époque, il y avait un petit device dans lequel on installait une carte SIM et vous y injectez un signal vidéo et on pouvait faire virtuellement du live depuis n'importe où. Ça a été des belles années pour Live Stream, parce qu'effectivement, dans le cas précis, ils ont intéressé les chaînes de télé, le monde du broadcast, qui s'est vite rué sur ces solutions. Alors, ils ont toujours leur solution logicielle pour gérer le stream sur un ordinateur assez puissant. Vous pouvez comme ça faire de la régie vidéo, là, vous pouvez le faire en hardware maintenant. Je pense à nos copains de Atem Mini et les plus grosses de chez Blackmagic. Donc, Vimeo qui s'achète ça, et puis maintenant qui part se faire coter en bourse,
et qui se plantent. Voilà, ça y est, le titre que je vous ai balancé quand on dit que ça marchera pas, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver leur public. Je crois qu'ils se sont perdus à force d'essayer d'un côté puis de l'autre, et je les vois pas dans un marché clair. Je les vois pas s'adresser à un public cible précis. Je sais toujours pas quelle visibilité on pourrait avoir sur ce qui se passe sur l'hébergement chez Vimeo, parce qu'effectivement, YouTube commence à gagner de l'argent avec YouTube. Depuis toutes les années que YouTube a été racheté par Google, c'est seulement dernièrement que maintenant ils sont passés dans les chiffres noirs, parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais ils vont partager des vidéos. Ils vont jamais arriver à l'équilibre. C'est avec tout l'argent dépensé jusqu'à présent. C'est pas dit. Ça va prendre du temps, là encore cette semaine, comme par hasard, il y a Vimeo qui part en bourse, et dans le même laps de temps, on a tous reçu les nouvelles conditions pour la monétisation. On le savait, ça. C'était. Oui. Mais voilà, tous ces trucs dans l'agenda, ça fait un peu bizarre qu'ils arrivent tous en même temps, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un petit coup de gueule. Ça aurait pu être un oui mais non, oui Vimeo. Voilà, c'est presque la même chose. Pour dire que je sais pas à quoi ils jouent Vimeo. J'arrive toujours pas à les palper, à les sentir pour savoir. Mais tout compte fait, vous voulez aller vers qui? Soit ils ont beaucoup de thunes pour se permettre de faire ça, soit ils s'en foutent, ou c'est les deux, je sais pas. Moi, je connais des gens qui font de la prod TV, de la prod vidéo, etc., et qui se servent de Vimeo pour partager des fichiers, des rushs, des pré-montages et des choses comme ça avec leurs clients, mais derrière un mot de passe. C'est-à-dire que c'est pas ouvert au public, c'est juste, je dépose le fichier là, et le client derrière, il a directement un player, il clique sur play, et ça fonctionne. Mais ça, on pourrait très bien le mettre aussi sur Google Drive, pour le même prix. Sauf que tu le fais pas sur YouTube, parce que même si vous mettez une vidéo en non référencé, voire même derrière un mot de passe, eh bien en fait l'algo derrière il va tout de suite scanner à la fois le track sonore, voir les images, aller voir certains youtubeurs qui prennent des extraits vidéo, ils s'amusent à inverser le sens de l'image pour que même l'algo s'y retrouve pas trop pour reconnaître ce qu'on a copié sans forcément l'accord du producteur. Vimeo, il y a toujours eu cette espèce de zone de non-droit, moi qui m'énerve, c'est que on se permet de poser ça. Et comme tu le dis, pourquoi alors pas héberger chez soi-même? Maintenant, il y a pléthore de solutions pour se dire, si on doit partager des rushs ou montrer quelque chose qu'on ne peut pas diffuser, sur lequel on n'a pas les droits, trouver des alternatives, il en existe. De toute façon, oui, il y en a plein. En one-to-one, tu fais un WeTransfer, il y a plein d'outils qui permettent d'envoyer des fichiers lourds à un tiers sans pas nécessairement passer par Vimeo. C'est pour ça que je dis, c'est pas un positionnement, c'est juste il y en a qui l'utilisent comme ça, simplement. C'est plus un détournement qu'un positionnement. Picaboo avait sans doute des idées à ce sujet par rapport à Vimeo, mais à ce marché, de manière plus large peut-être. Non, parce que il y a très longtemps, j'ai testé les plateformes vidéo qui existaient pour voir sur quoi j'allais créer une chaîne. Au final, je suis tombé sur YouTube, mais effectivement, à l'époque, il y avait Vimeo, mais il y avait aussi Dailymotion, ce genre de choses. Et comme moi, à l'époque, j'avais une volonté de ne pas être contraint en termes de temps de diffusion des vidéos, et qu'à l'époque, sauf erreur de ma part, il y avait une limite de 15 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. 15 minutes si ton compte n'était pas... avant d'être obligé de payer un compte. Et Dailymotion, c'est par vidéo, pas plus de 60 minutes par vidéo, aujourd'hui. Je pense que c'était encore plus restrictif il y a quelques années. Et donc je me suis jamais vraiment intéressé à ces plateformes-là particulièrement. Et puis comme elles font pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que comme elles font pas réellement de publicité, qu'elles ont pas vraiment le vent en poupe, on peut pas dire que ce soit très connu, on va dire, ou moins connu que certaines autres plateformes. C'est vrai que je me suis pas trop intéressé à ça. Et puis quand j'ai voulu changer il y a quelques mois de plateforme, je me suis pas tourné du tout vers ça, et je m'étais plutôt vers du libre, plutôt que d'aller me retrouver encore sur une plateforme où on sait pas trop ce qu'on peut publier d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre, parce que les conditions générales changent sans arrêt. Donc c'est vrai que je suis pas trop sur le sujet, quoi. mais je comprends.
Oui, vas-y, Thierry. Sinon, je veux pas inciter au piratage et à la publication à outrance, mais aller faire un tour du côté de nos amis russes, un Rutube par exemple, à part que l'interface, elle est un peu compliquée à comprendre, mais voilà, on peut publier ce qu'on veut. C'est un débat même entre certains chroniqueurs quand on parle des technos et de la présence des technos en vidéo, parce que les technos, c'est un podcast audio que vous écoutez, vous êtes majoritaire à écouter le podcast, minoritaire à regarder les vidéos, mais on met quand même les moyens sur la vidéo parce qu'on respecte notre public et qu'on a envie de faire bien les choses et parce que ça nous amuse aussi de bien faire les choses. Ça, c'est un point de vue, mais de temps en temps, il y a toujours cette question qui revient un peu lancinante de se dire, mais YouTube, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on doit plier aux contingences de YouTube? Est-ce qu'on doit faire ce qu'ils veulent, etc. C'est très compliqué, quelque part, d'être créateur de contenu et de se positionner sur ces plateformes. Parce que elle parle de contenu, pour elle, c'est « Ah, vous avez décidé de faire ce contenu-là parce que vous pensez faire des vues avec ce contenu-là. » Non, nous, on fait ce contenu-là parce qu'on a envie de faire ce contenu-là, parce que c'est ça qu'on a envie de partager. Si on voulait faire des vues, on achèterait tous un chat, et on ferait des lolcats, et on est à peu près certain de faire beaucoup plus de vues qu'en parlant de Vimeo, soyons clairs. Je suis en train de chatouiller les... Voilà. Je suis en train de chatouiller les algorithmes parce qu'ici, si je suis en plein cadre quand vous me verrez, eh bien, normalement, va apparaître un chat parce qu'effectivement, c'est bientôt l'heure pour lui de rentrer. Donc voilà, je chatouille les algorithmes. On va placer un chat dans un épisode des Technos. Voilà. Donc pour ceux qui nous écoutent, oui, c'est ça. Il y a une fenêtre derrière Thierry et donc on s'attend à apparaître un chat. Voilà. Et donc du coup, on va attendre après 2h30 de podcast et de live, etc. Alors le chat il vient ou pas? Ah ben non, il est rentré par une autre porte en fait. Ah d'accord. Non, il passe que par là. Et on l'a déjà vu dans l'émission, vous êtes obligé d'aller passer en revue pour faire les captures d'écran que vous allez partager sur Twitter avec la mention. Vous devez regarder 306 épisodes. Voilà. À un moment donné, vous pouvez regarder 306 épisodes. À un moment donné, il y a un chat. Il y a un chat. Donc voilà, non, tout ça, si on parle 10 secondes de vidéos et de Vimeo et de comment se diffuser, etc. Moi, je me méfie beaucoup, et c'est à ça que je voulais en venir, de ces nouvelles plateformes vidéo qui se décalent un petit peu par rapport à YouTube et qui finalement sont les réceptacles de tous ceux qui se sont fait jeter de YouTube. Et dans cette période-ci particulièrement, c'est quoi? C'est les antivax, c'est les fachos, c'est les machins, etc. Plus la pornographie, plus tous ces machins-là. Et on peut pas aller là-dessus, c'est juste pas possible. Et je ne parle pas ici, soyons très clairs, de PeerTube qui est autogéré. PeerTube étant un autre moyen de diffuser de la vidéo en peer-to-peer. Il y a aussi du mauvais sur PeerTube, hein. Il y a aussi du mauvais sur PeerTube parce qu'il y a des nœuds qui sont mal gérés, mais de manière, je veux dire, globale, si un nœud est mal géré, il se fait couillonner par les autres, et puis voilà. C'est ça. Voilà. Il y a une autorégulation, entre guillemets, qui n'existe pas sur des plateformes, des néo-plateformes de vidéo. C'est un peu du Wikipédia vidéo. Voilà, avec le meilleur. Moins éducatif, on s'entend là, mais bon. Oui, c'est ça. Donc, autant le dire aussi. Et donc, ces nouvelles plateformes qui jouent aussi un petit peu sur la blockchain, qui vous promettent de gagner des bitcoins et des trucs comme ça, c'est le genre de choses qu'on a un petit peu, sur lesquelles on n'ira pas, soyons très très clairs, on vous emmènera pas là. Voilà qui conclut donc cet épisode 307, très mouvementé. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Dans quelques minutes, on va enregistrer un bonus que vous pourrez entendre d'ici quelques jours. Enfin, tout dépend à quel moment, évidemment, vous regardez cet épisode. Si ça se trouve, le bonus est déjà disponible, alors n'hésitez pas à aller chercher ce bonus 307, dans lequel on va encore parler de 2-3 petites choses. Un bonus, je le tiens à le signaler, si vous n'avez jamais été regarder le bonus, c'est que on est un petit peu plus concis, parce que ça ne fait que 15 minutes, un bonus. Et donc, ils sont obligés d'un petit peu speeder et de rester un petit peu dans les clous. Donc, vous savez à quoi vous engagez. Vous savez que vous commencez à regarder un bonus, vous en avez pour maximum 15 minutes. 15 minutes, c'est quoi? 15 minutes, j'ai envie de dire que c'est une cuisse de poulet au four à 220 degrés. Voilà, par exemple. C'est pas assez pour un footing. C'est pas assez pour un footing. 5 œufs durs. 5 œufs durs. 5 œufs durs. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai fait à 6 minutes ici. Ah non, œufs durs. Ouais. Ah oui, œufs durs. Okay, voilà. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Évidemment, on a dit assez de bêtises. N'hésitez pas, les commentaires, les pouces, les étoiles, les machins, etc. N'hésitez pas aussi à partager. Les pouces. Oui, les pouces, le 11e pouce, le 11e doigt, le 4e pouce, enfin bref, vous m'avez compris. N'hésitez pas à partager également ce contenu si vous l'avez apprécié. C'est une autre manière pour nous aussi de nous faire connaître sans payer de publicité et donner de l'argent à Google pour ce faire, ou à Mark Zuckerberg.
Merci à vous, à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye. Et à bientôt, voilà. Je cherche le bouton en fait. Ah, il est là.